Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Au moment où vous écoutez cette mouture de Prends pas ça pour du cash, il reste 48 heures avant le jour de l'élection. Phil, as-tu fait ton choix? Pas encore. Non. J'ai quelque chose qui pèse dans la balance de façon importante. Mais c'est le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Les émissions de CO2. Non, c'est l'abolition par le Parti vert de toutes les taxes. Non, mais je t'en ai parlé en ronde, mais j'ai une discussion extraordinaire avec mon garçon. Mon garçon Noah, 19 ans. Oui. Première fois qu'il vote dans ces élections. Puis je voulais juste, sans l'influencer, je me trouve vraiment bon, là. J'ai juste dit, tu fais ton choix comment? Tu sais, c'est quoi l'école, Cégep Garneau, félicitations, je connais personne au Cégep, mais félicitations, ils ont organisé un débat. OK. Ils ont fait candidats? Oui, ils ont fait venir les 4 candidats sur place au Cégep Garneau pour que les étudiants. Mon fils est revenu de là allumé, là. Tu sais, dans le sens, j'ai appris des choses. Puis, tu sais, joueur de football, tu sais, il colle pas en classe. Mais ça, puis deuxièmement, ça a été vraiment TikTok. Tu sais, il m'a dit, moi, je regarde des vidéos de TikTok. Bon, là, il m'a parlé d'Olivier Primo. J'ai un peu moins aimé ça, mais quand même. Olivier Primo qui fait une campagne conservatrice. Ouvertement. Oui, c'est pas tout le temps si ouvert que ça. Il s'en cache, mais je veux dire, à la fin. C'est ça, mais à la fin, c'est ça. Bon, tu sais, il fait un peu comme Rebel News. Oui, c'est ça. C'est le Rebel News mélange du Québec. De désinformation, puis je vous dis pas que, mais voyez comment c'est beau, les conservateurs. D'ailleurs, en tout cas, Olivier Primo, tu sais. Mais il a interviewé tous les candidats, tous les chefs des partis dans son balado. Ouais. Ça donne que juste Pierre Poilievre qui a accepté. Tous, sauf tous les autres. Et donc, ça a été comme un espèce de spot publicitaire qui a permis à Poilievre de dire à peu près tout ce qui lui passait par la tête. Bref, les 2 cadres financiers ont été diffusés. Ça se dit très tardivement. Je me joins aux voix là, comme celle de Luc Godbout puis de plein d'autres. Là, on avait reçu à l'émission il y a quelques semaines. Mais je me joins à leur voix pour dire, honnêtement, ça n'a pas de maudit bon sens que tu dévoiles ça 6 jours ou 8 jours dans le cas des libéraux là, avant l'élection, alors que le vote par anticipation est déjà lancé. Après 2 cadres financiers, bon, très déficitaires, hein, on va se le dire. C'est qu'on a le choix entre la peste ou la malaria. Pas pire peu. Catastrophique ou totalement catastrophique. Oui, puis soit dit en passant, j'ai fait un petit texte là, qui devrait être paru dans le journal au moment où vous écoutez ceci, où j'ai donné un peu un bulletin là, aux 2 cadres que j'ai pris le temps de lire. Bon, le cadre financier libéral hautement déficitaire, une sorte de continuation des années Trudeau, avec quand même un rééquilibrage, là, plus de capital, le militaire. Mais en tout cas, mais je veux pas leur donner, mais très déficitaire. 222 milliards de déficit. Les conservateurs, Simonac, je veux dire, je comprends là, qu'ils veulent vendre leur salade là, et tout ça, mais c'était comme une blague, leur cadre financier. Là, 30 pages. 30 pages, dont 4 pleine page de Pierre Poilievre puis 17 photos de Pierre Poilievre. Combien il y avait de photos de Mark Carney? Dans l'autre, une. Tu sais, c'est comme une joke, puis c'est pas la joke. C'est un pamphlet publicitaire. Mais je me fous un peu du format à la limite parce que je suis capable moi-même de faire des rapports de 10 pages qui sont très intelligents. Le problème, c'est leurs foutues hypothèses. Là, tu comprends? On coupe dans les consultants. Peux-tu me dire une affaire? Si tu coupes 10 milliards de dollars de consultants, je veux dire, les consultants, là, ils sont pas juste là à regarder les nuages. Là, ils travaillent, right? Fait que si tu coupes 10 milliards de consultants, tu vas embaucher 6 milliards de travailleurs, là, tu comprends? Je veux dire, c'est pas une économie nette. De même, les libéraux ont dit des économies d'efficacité dans la fonction publique. Tout le monde nage dans un genre de délire. Mais là où le bas blesse, pour moi, du côté conservateur, c'est une hypothèse de croissance file de plus de 4% par année parce que eux, ils ont tellement compris ça, l'économie, les conservateurs, que le PIB canadien va augmenter de 50%. Au moins, il y a un parti qui a parlé des recettes fiscales, tu sais, qui a parlé des revenus, recettes fiscales.
total. Ouais. Mais en tout cas, bref, ça pour dire que c'était un peu un exercice. Mais ça a été la plus grosse croissance depuis la Deuxième Guerre mondiale. De part et d'autre, c'était un peu de la chimère et j'ai pas l'impression qu'on a pris l'exercice au sérieux tant que ça. Bon, c'est difficile à mettre en place, mais je rêve d'un univers dans lequel le directeur parlementaire du budget donnerait les règles. C'est ça la croissance, c'est ça le... Puis là, tu fais ton cadre, tu sais, puis t'as pas le droit là, de tricher sur les économies, puis tu sais, c'est n'importe quoi. Bref, ça m'a un peu fâché. Ceci dit, j'ai donné un point de plus aux libéraux, justement parce qu'au moins Christie avait suivi des hypothèses qui avaient un minimum de bon sens. Sur le reste, c'est pas mal kiff-kiff, hein, honnêtement. Le militaire, bon, les dépenses, comme je dis, c'est un peu avantage conservateur. Je pense que je leur ai donné un point de plus, mais au final, là, résultat des courses, ça se ressemble. Cet été, Phil, beaucoup de touristes attendus au Québec. Ça va être comme l'avalanche touristique. Les Américains, notamment démocrates, vont débarquer en masse. Les Canadiens n'ont pas envie d'aller aux États-Unis. C'est marginal, mais il y a comme un 10-20% là, qui n'iront pas aux États-Unis, qui vont rester au pays. Et il y a beaucoup d'Européens. Puis ça, t'as vu les chiffres de Financial Times, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais genre un effondrement, là, tu sais, c'est genre le 30, 40, 50% moins de voyageurs. Et certains qui pensaient venir outre-mer, ben ils vont venir à Montréal, à Québec, à Toronto. Et donc, on risque d'avoir un été. Mais c'est sûr que pour les Américains, notre dollar étant faible, c'est très favorable pour les Américains de venir ici. Deuxièmement, tout est relatif dans la vie, mais on a des villes canadiennes qui sont peu cher par rapport. Un drink à Miami, c'est 17 piastres US. Ici, on peut s'en tirer à 12-13, je pense. Rapidement, Phil, un impôt sur la fortune pour les Québécois les plus riches. C'est une proposition de Québec solidaire qui dit que les gens qui ont une valeur nette de plus de 50 millions de dollars devraient payer un impôt sur leurs avoirs. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'étais un peu tiraillé, honnêtement. La dernière plateforme solidaire, c'était les ultra-riches qui avaient plus de 1 million. Ouais, c'est ça. Ils avaient un peu fait compris. Ils n'avaient rien compris. Mais là, cette fois-ci, 50 millions, comme I can relate, là, comme pour moi, quelqu'un qui a 50 millions, il est capable de payer un peu plus d'impôts. Je suis d'accord avec toi, tant et aussi longtemps qu'il y a un contrôle intelligent des dépenses de l'appareil gouvernemental. Non, mais je suis d'accord. Good one. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on crée des recettes fiscales, on augmente les recettes fiscales sur le dos des contributeurs ou des entreprises québécoises, mais il n'y a aucun contrôle des dépenses. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, ce que j'observe... 170 000 en 6 ans. Sans vouloir être fleur bleue, Phil. Ouais, mais en tout cas... Je vais reprendre le discours de Christopher Skeet, là, bon, qui a ses qualités et ses faiblesses, mais une grande... Tu sais, je suis d'accord avec toi, c'est fâchant, mais plus de la moitié, c'est dans l'éducation et la santé. Là, tu sais, fait il fallait. Bon, mais après, je suis d'accord. Est-ce que ça va mieux dans la santé et dans l'éducation? Non, mais ça aurait été pire sans ces gens-là. Là, je sais pas. Bref, ceci dit, ce qu'on constate quand même au Canada puis un peu partout dans le monde, c'est que les riches s'enrichissent beaucoup plus vite que les pauvres. Ah oui, ça, je suis d'accord. Puis je me dis, clairement, c'est parce que notre système fiscal... Puis tu le sais, t'es entrepreneur. Il y a des manières de payer moins d'impôts. Puis parce que t'as ta Inc. Puis tout ça est totalement légal. Là, mais t'en gardes dans la société de gestion. Puis tu crées une fiducie. Puis tu fais des gains en capital sur madame. Puis il y a plein d'affaires, là, je veux dire. Puis et sur mesure. Je me dis qu'il faut juste chopper un petit peu la cime de l'arbre, là, tu comprends? Puis d'avoir un petit impôt sur la fortune pour les gens qui valent plus de 50 millions de dollars, indépendamment de comment l'État est géré. C'est juste un processus égalitaire. J'ai comme l'impression qu'ils ont un peu regardé le modèle français. Oui, ben qu'il y a ça. C'est ça, qui plaît pas aux Français. T'exclus la résidence principale. Tu t'exclus des affaires. L'idée, c'est pas de persécuter les gens, mais j'ai quand même vu beaucoup de gens, moi, riches. Là, Warren Buffett en fait partie pour dire que ça n'a pas de sens à quel point on n'est pas imposé quand on est très riche. Là, fait que je me dis, bref, il y a quelque chose là-dedans. Pour une fois que Québec solidaire sort quelque chose qui est Trump avait fait sa campagne là-dessus dans le premier mandat, qui était bright parce qu'il ne payait pas d'impôts. Hydro-Québec a versé 34 millions de dollars à ses clients qui utilisent ILO, tarification dynamique. Je t'ai entendu parler de ça un matin. OK, où est-ce que toi, tu te lèves dans la nuit? À 4 heures du matin, je monte le chauffage. À 6 heures, je le baisse. Je te voyais tellement faire ça. Ça. Tant mieux. Moi, je ferais jamais ça de ma vie, mais je dois être lazy. Si tu peux l'automatiser, mettons. Oui, si je pouvais l'automatiser, oui. Parce que je pouvais avoir un genre de domatique dans ma maison pour le faire, je le ferais. D'ailleurs, Hydro a annoncé qu'ils allaient possiblement distribuer gratuitement des thermostats. Ça, c'est brillant. C'est brillant. Je veux dire, là, il y en a qui chialent, mais je vais juste dire une chose. Là. Construire 500 mégawatts de capacité énergétique, là, que ce soit éolien, solaire, hydroélectrique, ça coûte comme
1 à 2 milliards de dollars. Là, on a économisé... Et ça prend 5 ans et il y a des risques de dépassement. Là, on a économisé 500 mégawatts et ça a coûté 34 millions de dollars. On pourrait faire ça pendant 30 ans et ça, c'est le plus... Et on rentrerait encore dans notre argent. Et donc, pour moi, je me dis, si tous les Québécois pouvaient un peu embarquer là-dedans puis qu'on pouvait sauver, je sais pas, moi, 1000 mégawatts, 2000 mégawatts, Christy, au lieu de continuer à harnacher des rivières puis à dénaturer des paysages, Christy, c'est quoi baisser le chauffage de 2 degrés à 6 heures le matin? Puis encore, t'as même pas besoin de te lever, Christy, tu le programmes sur ton téléphone. Je me dis, comme, l'avenir est là. Oui, mais si justement, je pense que si les thermostats que Hydro va offrir, s'il y a un minimum de connectivité IoT, je pense que là, ça pourrait être... Moi, si je pouvais à distance... Tu sais, les fois là, que je pars à Québec en urgence, puis je me dis, hey, j'aurais peut-être coupé l'air climatisé, mais je le fais pas parce que j'ai pas accès à distance, mais je suis d'accord avec toi. Tu m'inviteras chez vous, je vais tout organiser ça. Moi, j'ai comme après 14 applications différentes pour la consommation. Bref, c'est tout le temps qu'on avait, Phil. On se retrouve avec 3 invités très intéressants. Louis Cyr, courtier en assurance. On va parler de changement climatique et d'assurabilité. Ça va être vraiment intéressant. On a aussi Maxime Doré de l'Union des consommateurs. On va parler de nos dossiers de crédit et du fait que c'est hébergé hors du Canada et qu'il y a plein de choses bizarres qui se passent. Puis tant qu'à chialer sur l'hébergement puis les Américains, on termine avec Stéphane Garneau de Micrologique. C'est une entreprise de cloud, d'info nuagique souverain québécoise, donc avec plusieurs possibilités de ce côté-là. Restez à l'écoute. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. En 2024, le Canada a enregistré des pertes assurées records de 8,7 milliards de dollars. Ça fait quand même une coupe de scènes noires, ça, Louis Cyr, hein, n'est-ce pas? Et donc, c'était tout ça lié aux catastrophes naturelles. On voulait en parler avec quelqu'un qui connaît ça et ça tombe bien, il est l'homme fort de l'assurance au Québec, au Canada, dans le monde, Louis Cyr. Il est courtier en assurance et donc, il était notamment cité dans un article du Soleil à ce sujet, à savoir, faut-il, oui ou non, s'assurer contre les événements, les catastrophes naturelles, les événements climatiques. Donc déjà, bonjour Louis, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Donc déjà, les assureurs là, sont en train de réviser leur modèle de tarification actuellement en lien avec tout ce qui se passe sur la planète, puis particulièrement au Québec. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça influence vos décisions et celles de vos clients en matière d'assurance, à savoir si oui ou non, il faut se couvrir là, contre ces événements-là? Je vous dirais que le premier phénomène qu'on voit peut-être depuis, peut-être pas tout à fait 10 ans, mais 2017 est quand même l'inondation qui a un peu réveillé la conscience sociale par rapport à ce risque-là. Donc, on a des consommateurs, des assurés qui sont plus inquiets, plus demandants. Ils veulent savoir ça coûte combien, ça couvre quoi. On va par contre, lorsqu'on parle d'inondation, avoir une clientèle qui est riveraine. Bien sûr, celui qui est en haut du Mont-Royal s'inquiète peu d'inondation. Dans sa grosse maison à Westmount, là, mais là, on parle d'inondation, mais tu sais, on est rendu avec des tornades à Terrebonne. C'est ça. Et voilà. Et c'est là qu'il faut comprendre que, dans le fond, les catastrophes naturelles, finalement, les changements climatiques, pour l'industrie de l'assurance, là, ça, c'est quelque chose qui existe depuis pratiquement toujours. C'est une catégorie bien à part. C'est une catégorie qui ne peut pas être régionale, qui ne peut pas être nationale, qui se doit d'être mondiale. Et c'est mondial depuis des décennies. Pourquoi vous dites que ça peut pas être régional, juste pour ceux qui comprennent peut-être un peu moins bien le milieu de l'assurance? Expliquez-nous, c'est quoi justement ces paramètres-là de géographie? C'est que si on est 50-60 millions au Canada et qu'on va tous ensemble payer des primes pour l'ensemble des catastrophes naturelles, on sera jamais capable de faire face à la plus grosse catastrophe naturelle. Et pour nous, bien sûr, ça va être les feux de forêt ou les inondations. Parce que ça va toucher tout le monde en même temps. Ça touche tout le monde en même temps. Ça vide les comptes de banque. Tu sais, vous disiez tantôt, 2024 a été l'année la plus chère. Les chiffres financiers des assureurs viennent de sortir et c'est une année extrêmement rentable pour l'industrie de l'assurance. Alors, vous allez vous dire, mais là, ils nous ont-tu volé tant que ça pendant 50 ans? Non. C'est que lorsqu'on a une catastrophe naturelle, les assureurs ont des assureurs. On les appelle les réassureurs. Les réassureurs, oui. Et eux sont 5 à 10. Ils font la planète. Alors, eux, ils évaluent que nous, au Canada, on a des dangers de tremblement de terre, principalement le fleuve Saint-Laurent dans l'est, les Rocheuses dans l'ouest. On a des risques de feux de forêt, principalement dans le nord de
toutes les provinces. On a des problèmes d'inondation parce qu'on est un pays qui a beaucoup de cours d'eau. Puis on n'est pas un pays qui a vraiment travaillé ses cours d'eau. On s'en va en Europe. Premièrement, leur fleuve, c'est nos criques. Mais ils sont tous endigués. Ouais. Paris, Berlin, le Danube, Rotterdam. Ouais. Tout est endigué. Ici, au Québec, on a laissé les rivières, les ruisseaux couler, puis Montréal les a enterrés. Alors, bien souvent, l'ensemble des petits ruisseaux qu'il y avait à Montréal sont souterrains. Il y en a même qui sont dans les systèmes pluviaux. Donc, ça l'aide à déborder les systèmes pluviaux. Donc, tout ça fait en sorte que le Japon ne peut pas faire face à son tremblement de terre, l'Italie non plus. Les tsunamis dans les océans Indien, Pacifique, ne peut pas faire face à ça. Et c'est la même chose au Canada. C'est la même chose en Californie. Donc, le risque à un endroit n'a pas de rapport avec le risque à un autre endroit. Fait qu'on équilibre, dans le fond, et voilà. De ces risques-là. Les réassureurs, donc, prennent les factures des assureurs quand ça arrive et effacent la dépense. On a vécu quand même un événement majeur là, d'inondation là, dans la dernière année, des pluies qu'on avait comme jamais vues. Puis il y a aussi la communauté métropolitaine de Montréal là, qui a publié une nouvelle analyse là, de ce qu'on appelle les zones inondables. Puis il y a des gens qui n'étaient pas, ou en fait qui ne pensaient pas être en zone inondable, qui le sont devenus. Ma question pour vous, en fait, on entend de plus en plus dire qu'il y a carrément des gens, des propriétés qui vont être soit difficilement, soit carrément pas assurables. Qu'est-ce qu'on fait avec ça socialement? Là, vous qui êtes un expert du domaine, je veux dire, on abandonne ces gens-là à leur propre mesure. Qu'est-ce que quelqu'un comme vous qui est un homme fort, c'est quoi votre réflexion sur cette problématique-là? Ma réflexion sur cette problématique-là, c'est quelle mouche a piqué le ministère de l'Environnement. Parce que, historiquement, il ne faut pas oublier qu'au Québec, avant 2017 février, donc on est quelques mois avant la grosse inondation, la première, c'est la première fois que le Canada dit aux assureurs, s'il vous plaît, assurez l'inondation, et que les assureurs disent, OK, on répond à la demande du gouvernement, on va offrir l'assurance inondation. Qu'est-ce qu'il y en était pour les maisons avant 2017? Les assureurs n'en vendaient pas d'assurance inondation. Ce n'était que l'État, par son ministère de la Sécurité civile, par son programme d'aide des catastrophes naturelles, qui indemnisait les sinistrés avec les taxes et impôts de tout le monde. De tout le monde. Avec la répétition, parce qu'on avait eu 2015 Saint-Jean-sur-le-Richelieu, puis il y a des rivières comme en Beauce, comme à Québec. Que c'est chaque année. Exactement. Donc, mais ça, d'un autre côté, excuse-moi de t'interrompre, ça n'a aucun sens. T'sais, moi, je connais une municipalité qu'à chaque année, ça coûte 5 à 10 millions à chaque année pour retourner sur la même propriété parce qu'elle est dans une zone, t'es aussi bien de racheter la maison. Et voilà. Là, vous venez de dire exactement ce que tout le monde s'attendait. Est-ce qu'on sort les résidences qui sont au mauvais endroit, qui ont eu des permis légaux, qui ont payé leurs taxes toute leur vie, qui ont mis leurs épargnes familiales? Est-ce qu'on les sort de là? Si oui, on exproprie. Et la loi sur l'expropriation dit que faut indemniser... à la juste valeur marchande. ...la personne qu'on tasse de là. Ouais. La loi qui est faite en ce moment, c'est on vous indemnise pas, on vous laisse là, on vous donne plus le droit de réclamer au programme de la sécurité. Puis maintenant, c'est les assureurs privés qui vont couvrir la note. Mais je vous enlève le droit de rénover. Et je vous enlève aussi le droit de reconstruire. Ouais, mais là, l'assureur va dire, OK, mais moi, je t'assure pas. Parce que si tu es inondé et que tu n'as pas le droit de reconstruire, il te reste un terrain qui vaut rien. Si je te vends une police d'assurance, ça se peut que tu ailles le goût de brûler là, avant que ça arrive. Ouais, là, le risque moral devient bien trop immense. Là. Et l'industrie de l'assurance ne peut pas créer des risques moraux dans ses couvertures parce que sinon, on encourage le vice. Risque moral, c'est-à-dire qu'on incite des gens à avoir des comportements pas prudents. Inadéquats pour les gens criminels. Qui nous écoutent. Là, tout à fait. C'est pour ça que ce programme-là est pas fou. Quand vous dites, on peut pas dire aux citoyens, on va repayer toujours pour les mêmes. C'est vrai. Mais on va-tu aller dire à celui qui a toutes ses épargnes dans une résidence principale, ben voilà, toi, on oublie, puis le 3,5 t'intéresse-tu? Tu sais, là, c'est une opinion personnelle, mais c'est juste qu'à un moment donné, au Québec, on a la tangente sociale. Là. Oui. On va aider des sinistrés, on va aider des immigrés, on va aider ceux qui sont en misère, on va aider bien du monde. Oui. Mais c'est pour ça qu'on paye 53 % d'impôts aussi. C'est pour ça qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord. Puis il faut que ça arrête. Totalement d'accord. Et
pour que ça arrête, il y a des solutions qui sont pas nécessairement en contradiction complète avec ce qu'on a comme réglementation qui n'est pas encore en vigueur en passant. Mais il faut voir que, exemple, c'est prouvé à travers la planète. Payer les sinistres n'est pas une solution économique. Rendre des quartiers, des villes résilientes aux fluctuations des eaux, c'est ce qu'il y a de plus rentable. On protège la valeur foncière, on dérange pas le public, on met pas les municipalités devant des fardeaux fiscaux trop énormes, mais par contre, ensemble, on va se dire, on endigue de tel secteur à tel secteur. On va dévier entre Ottawa, parce que notre gros problème, c'est la Rivière-Outaouais. Pourquoi? Ben parce qu'on a des réservoirs en haut de tout ça, en haut de la Gatineau. Et quand ces réservoirs-là arrivent à certains niveaux, Hydro-Québec n'a pas le choix. Il faut que ça coule. Ça rentre à Ottawa. On n'a pas le choix, on peut pas retenir, on va tout casser. Il faut que ça coule. Et là, on arrive à Carillon. Puis Carillon, c'est pas un barrage qui peut remonter de l'eau. C'est un barrage de retenue. Il faut que ça coule. Et là, on inonde Rigaud. Pourquoi? Ben, c'est la première après Carillon qui est en ligne droite là, avec la rivière. Et ça s'en va jusqu'à Montréal, Senneville, l'île Bizarre, etc. Puis là, on a des résidences cossues. Alors, dans le fond, pourquoi qu'on n'a pas, à mi-chemin, là, si vous avez déjà voyagé un petit peu, là, Hawkesbury, bon, le village n'est pas bébé gros. Puis si on se rend quasiment jusqu'à Cornwall, il n'y a pas une belle agriculture, là. Il y a beaucoup de friches. On peut-tu se faire des bassins comme la Hollande, comme l'Allemagne, comme les pays européens, et de dire, bon, quand l'eau arrive à un certain degré, on a une deuxième petite rivière, on décharge là, et on est capable de prendre 1, 2, 3 journées de pluie. Et quand le niveau baissera, on revidera ça, ou encore mieux, on gardera ça là pour les agriculteurs. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques. On va l'avoir accumulé notre surplus du printemps. Donc, oui, il y a des solutions, mais électoralement parlant, à court terme, sur 4 ans, c'est pas bon. C'est bon sur 50 ans. Parce que ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps à mettre en place, s'exproprier, construire. Ça coûte quand même, j'imagine, des centaines de millions de dollars faire un projet comme celui-là. C'est ça par la filière batterie. Oui, mais mon point, je pense que ce qu'on fait, en fait, si je vous comprends bien, Louis, c'est qu'on indemnise à chaque fois la même affaire à coût de 200, 300 000, un paquet de monde. Oui. Puis au lieu de faire une solution qui coûterait, elle, beaucoup plus cher, on préfère garrocher une poignée de change à chaque année comme un peu à perpétuité. Là. Voilà. Une chose que les assureurs ont à se questionner. J'étais dans un congrès d'assurance là, il y a quelques semaines. Et une des questions qu'on se disait, c'est on a tort, nous, de dire aux sinistrés qui sont peut-être sur le bord de l'eau, tu peux reconstruire, mais pour avoir accès à l'indemnité de ta police d'assurance, tu devras remettre exactement ce que tu avais. Ben non, mais là, attends, là. Si on avait un plancher flottant dans le sous-sol avec du Gyproc qui est pourri aussitôt qu'il y a un peu d'eau, pourquoi qu'on dit pas aux gens, tu peux reconstruire. Quelque chose qui va être moins impacté en cas d'une nouvelle inondation. Et voilà, et on pourrait peut-être appeler ça une protection résilience. Et là, on te permet d'augmenter la qualité de ce que tu avais de 1000, 5000, 10 000 $. Et là, à ce moment-là, on va pour peut-être... éviter de revoir payer l'année d'après. Le plancher flottant peut devenir de l'époxy. Mais qu'est-ce qui interdit aux assureurs de faire ça, justement? Il n'y a rien qui interdit. Là. C'est une réflexion que les assureurs sont en train de se faire eux-mêmes. Il n'y a pas d'encadrement réglementaire qui dit on ne peut pas faire ça. C'est simplement de la norme dans l'assurance, c'est qu'on reconstruit à l'identique. Et voilà. Là, dans des situations comme celle-là, on pourrait peut-être délier les cordons de la bourse un petit peu plus. Et ce qui fait que les assureurs ne le font pas, c'est que le premier qui va le faire, il va coûter un petit peu plus cher que le voisin, puis il va perdre ses clients. Mais honnêtement, moi, j'ai été inondé une seule fois dans ma vie à cause d'une histoire de pluviale sur la rive-sud de Montréal. Là, une fois, puis c'est la seule fois que c'est arrivé parce qu'ils ont corrigé la situation. Mais la compagnie de sinistre qui est arrivée pour enlever le Gyprox puis enlever le plancher flottant, il m'a dit, tu sais, t'as un driver en descendant, ça va te coûter un peu plus cher. Moi, je mettrais de la céramique en bas. Tu sais, ils ont juste été... Puis oui, ça m'a coûté plus... C'est parce que, encore une fois, je vais juste dire, il y a une responsabilité personnelle dans la patente. Vous avez tout compris. La responsabilité ne peut pas être à un palier. Il faut que les gouvernements soient là pour changer peut-être le Code national du bâtiment, peut-être donner des permis pour aller faire des bassins de captation, peut-être d'endiguer, peut-être de dire aux municipalités, je resserre vos permis de construction. Zonage. Ensuite, il faut que l'industrie de l'assurance soit là, parce qu'on le sait, là, quand c'est le ministère qui indemnise, là, 5 ans après, Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a du monde pas payé.
Fait qu'il faut que l'industrie de l'assurance soit là. On est là, on est capable. Il y a des experts. On est équipé pour ça. Les fonds sont là. Et vous avez raison, le particulier aussi, là, l'assuré aussi doit s'impliquer et doit peut-être dire, au moment d'une rénovation ou d'un sinistre, ben je remets pas les choses qui ont pas aucune chance de résister au prochain dégât d'eau. Et c'est ensemble, là, dans le fond, qu'on va trouver des solutions. On commence là, à se poser des questions de façon là, on sociale. parle beaucoup d'inondations, mais il y a encore de nouvelles catastrophes. Bien sûr. Des froids extrêmes, Bien sûr. je ne sais pas si c'est couvert, mais il y a vraiment des tornades là, à Terrebonne, genre. Ça n'a pas d'allure. Là. On a la chance. Des feux de forêt. Exactement. On a la chance qu'au Canada, le vent et le feu, tu es obligé d'être couvert, sinon tu ne vends pas d'assurance habitation. Fait que la fameuse tornade qui frappe une maison, tout le monde est couvert. OK. Le fameux Ça, je feu de savais même forêt qui touche une maison, un village, tout le monde est couvert. OK. Est-ce que, par contre, là, les assureurs vont dire... Parce que c'est ça qui est arrivé en Californie. N'étant pas capable d'enlever une protection comme on enlève l'inondation, on va sortir de l'État. Et là, il y a eu des millions de personnes pas capables de s'assurer. L'État a été obligé de créer une compagnie d'assurance en catastrophe parce qu'il y avait des gens qui perdaient leur maison. La banque, elle disait, si tu t'assures pas, je reprends mon hypothèque. Alors, c'est sûr que là, il y a des grosses réflexions à faire. Mais, tu sais, les feux de forêt. On a des villes au Québec qui sont quand même importantes. Là. Chibougamau, Chappé. C'est des villes minières, des villes forestières, La Tuque. On peut-tu protéger ça des feux de forêt? Ben oui, comment on fait ça? Ben, on dit à notre forestière, à qui on donne des droits de coupe, OK, alentour de ces villes-là, tu vas nous faire un mur à blanc, tout coupé, là, on veut même pas de gazon. Puis ce mur-là, là, il doit être 1 kilomètre de large. Puis il fait le tour. Une fois que tu vas avoir fini, il fait juste nous appeler, on va aller passer un sprinkler de club de golf. Hey, t'as 5000 sapeurs-pompiers à travers la ville, même pas de main-d'œuvre. On ne l'a pas fait encore. Mais on peut faire ça. Et c'est ces choses-là qui revient à mon premier argument. Investir dans la résilience des propriétés, du patrimoine bâti, c'est la vraie bonne façon que notre dollar investi, il est investi pour longtemps et il rapporte des sous. Remplacer des sinistres, reconstruire la maison sans protéger le feu de forêt, on va en avoir un autre. Francis, toi, souvent, tu dis que en immobilier, tu dis, tu m'as déjà dit... Tu sais, de l'argent investi en prévention. Oui. Mais tu sais, c'est un peu le même feeling. Oui, bien, tout à fait. Préviens. Préviens. Absolument. Résilience et prévention. Donc, il faut s'assurer contre tout ça, évidemment, Louis Cyr. Oui. Il faut anticiper tout ça. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des... Quand on est sujet potentiellement à des sinistres comme ceux qu'on a nommés, là, est-ce qu'il y a des choses à savoir ou des choses à penser que beaucoup de clients que vous avez peut-être semblent négliger? Ou qu'est-ce que font les Québécois? Est-ce qu'on est suffisamment alerte? Est-ce qu'on est suffisamment à l'avant-garde en matière d'anticipation? Parce que comme vous le dites, là, moi j'en connais beaucoup de monde pour qui la propriété principale, c'est comme le seul actif. Là. Absolument, là, c'est le fonds de pension de bien des familles. Est-ce qu'on est smart au Québec en matière de protection de cet actif important-là? Pas encore tout à fait. Il faut comprendre qu'il y a des mesures de prévention individuelles qu'on peut avoir pour une propriété à la fois. Il y a des barrières d'eau qu'on peut installer sur des terrains de façon temporaire. Quand on sent le printemps que dans les 2-3 prochaines semaines, on sera peut-être à risque, on déploie ces ceintures-là. On peut avoir de façon très étanche les ouvertures de fondations. On habite maintenant nos sous-sols. Ben, nos grands-parents, il y avait juste du canage. Puis un petit poêle à bois pour chauffer le plancher d'en haut. On a un cinéma maison, puis une salle de jeu, puis peut-être une chambre à coucher. Puis on a tout isolé les murs, puis ça boit de l'eau, ce béton-là, puis on s'imagine qu'il n'aura pas. Non. Donc, oui, on peut faire beaucoup mieux individuellement. Je vous dirais, les tempêtes de vent. Parce que nos orages torrentiels qui donnent beaucoup d'eau amènent également beaucoup de vent. Des grands vents, oui. Ben, le matériel qu'on met sur nos toitures est un matériel de bitume qui a une résistance moins 200 à une tempête de vent. Alors, pourquoi que en Europe, sur le bord de la mer, tout le monde est avec des toitures de terracotta, genre. Ouais, ronde. Ouais. Mais c'est parce que ça lève pas au vent. Puis les autres, du vent, ils sont habitués d'en avoir, ils sont sur le bord de l'Atlantique.
Fait qu'il faut commencer à penser autrement que notre historique. Notre historique, là, elle est très jeune, c'est 300-400 ans. Des vraies villes, etc., c'est 150-200 ans. Des catastrophes naturelles pendant cette période-là. Il n'y en a presque pas eu à venir jusqu'à tout récemment. Mais il va y en avoir de plus en plus. Et voilà. Donc, des toitures de métal, des toitures un peu plus résistantes au vent, des fenestrations également qui peuvent devenir étanches à l'eau avec des membranes qu'on descend, qu'on barre. Tout simplement, là, c'est des petits investissements. Vous allez dire, oui, mais il s'en vend pas des belles maisons comme ça. Non, parce que le Code national du bâtiment demande rien Donc, de ça. on revient. Très intéressant, Vraiment, Louis-Cyr. Je me sens, je vais me coucher moins niaiseux, puis j'ai comme envie de m'acheter une coupe d'affaires pour la maison. D'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir un petit Francis chez Home Depot en fin de semaine. Je rappelle, Louis-Cyr, que vous êtes courtier en assurance, l'homme fort de l'assurance, comme on vous connaît. Merci d'avoir été avec nous en studio. Merci. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. Ceux qui nous suivent depuis un petit moment savent ma rage contre la machine des dossiers de crédit. Phil, tu te rappelleras, on a eu cette conversation il n'y a pas si longtemps. T'avais écrit un texte. J'avais écrit, je pense, mon texte, probablement mon texte le plus lu dans le journal de ma courte histoire de chroniqueur. À savoir que j'avais été fraudé puis je me sentais comme un David contre Goliath de cet empire des dossiers de crédit. Mais il y a un élément comme additionnel que j'avais un peu effleuré, là, mais qui est quand même central, j'ai l'impression, à la question justement des dossiers de crédit, c'est qu'en fait toutes ces informations-là sur nous, sur nos patterns de consommation, sur nos dettes, sur nos paiements, c'est géré par des entreprises qui sont américaines en l'occurrence. Il y a donc l'Union des consommateurs qui a fait une sortie là, plutôt cette semaine dans la presse, notamment pour dénoncer en fait cet état de fait. On a la chance d'avoir avec nous Maxime Doré, qui est co-directeur général à l'Union des consommateurs justement pour nous en parler. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci. Dans l'article, vous soulignez l'importance justement de la souveraineté numérique, j'aime bien l'expression, en matière de données financières. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous jugez que c'est crucial là, que les dossiers de crédit canadiens restent en sol canadien? En fait, les informations qui sont dans nos dossiers de crédit, c'est des informations hyper sensibles que j'aurais tendance à comparer un peu à la sensibilité des informations qui se trouvent dans nos documents financiers chez Revenu Québec ou donc de l'information hyper sensible sur finalement à qui on a des parfois qui est notre employeur, notre NAS, bref, évidemment les prêts qu'on a contractés, ce genre d'informations. Qui est notre bailleur de prêts hypothécaires, qui est notre fournisseur de services d'Internet, cellulaire, c'est quand même... Adresse. C'est assez complet. C'est difficile d'être plus intime. Quand c'est pas les 10 dernières années de tes adresses. Oui. Puis encore, vous êtes chanceux si c'est la bonne adresse et le bon employeur qui est à votre dossier, parce que vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'erreurs, effectivement, au dossier de crédit et c'est un calvaire, excusez-moi l'expression, d'aller corriger ça. Et je pense que c'est au propre et au figuré. Donc, c'est de l'information qui est hyper sensible. Cette information-là, en ce moment, comme elle est détenue par des multinationales qui ont un pied à terre, on va dire, au Canada, il reste que l'information, il n'y a rien qui nous garantit qu'elle reste en sol canadien. Donc, potentiellement qu'elle se retrouve aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et là, les règles concernant l'accès aux données personnelles ne sont pas les mêmes qu'ici. Alors ça, c'est une chose. Premièrement, la question de est-ce que les gouvernements ont ailleurs la possibilité de venir interroger nos dossiers de crédit. Ça, c'est une préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est le fait que les dossiers de crédit, il y a eu par le passé, Equifax a été une fuite de données importante et là, ça se retrouve finalement dans l'univers et là, tout bon fraudeur, finalement, c'est un plat de bonbons parce que clairement, quand on a accès à la totalité d'un dossier de crédit d'une personne, c'est vraiment, c'est les clés. C'est le party, là. Ouais. Exact. Puis vous mentionnez d'ailleurs dans l'article justement que en plus de ça, il n'est pas exclu justement parce que les réglementations sont différentes, en l'occurrence aux États-Unis et ailleurs, qu'éventuellement ces informations-là, qui sont des données privées,
Et à aucun moment, moi, j'ai consenti. Là, d'ailleurs, c'est comme un système qui est fait en arrière de ma relation. Non, mais je me rappelle pas, ou peut-être que c'était dans les très petits caractères. On consent à la communication de nos informations, mais on dit pas à qui, dans quel justement, cas. Puis ce que vous évoquez, c'est qu'éventuellement, on pourrait même, Equifax, TransUnion, d'autres pourraient même vendre ces données-là ou des ensembles de données personnelles sur les Canadiens à des entités qui cherchent à nous cibler. Et donc là, il y a clairement un problème éthique déjà. Puis deuxièmement, à la lumière de plus en plus de réglementation sur l'utilisation des données personnelles, il y a quand même quelque chose de problématique. Là. On est très loin de mon consentement, je vais le dire comme ça. C'est clairement le modèle d'affaires, en fait. La richesse qui est détenue par Equifax et TransUnion, en quelque part, nos données personnelles, c'est de l'or en barre, comme pour Facebook, comme pour d'autres entreprises. Donc, sans que ce soit nécessairement nominal. Mais la nuance que Facebook, je peux arrêter d'y aller, je peux désactiver mon compte, j'ai pas le sentiment, puis corrigez-moi si je me trompe, mais peux-tu me désaffilier des bureaux de crédit de manière unilatérale et souveraine? C'est-tu comme, y a-tu une place où je peux aller cocher puis dire je ne consens pas à tout ceci? J'ai cherché la case, pas trouvé encore. Non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est finalement, justement, quand on consent à la transmission de nos données ou à l'interrogation, à partir de ce moment-là, on perd totalement le contrôle. Alors, ça s'en va effectivement dans cette boîte noire-là un peu nébuleuse qui est la gestion de nos dossiers de crédit. Une des choses également qui nous préoccupe, c'est comment finalement ces informations-là sont interprétées par les agences de crédit. Donc, comment finalement tel caractère ou telle particularité, puis on le sait pas, est-ce que le sexe est pris en compte dans par exemple, la détermination de notre code de crédit? Et ça a été montré, notamment aux États-Unis, qu'il y a des biais qui viennent affecter, notamment des biais raciaux qui viennent affecter la cote de crédit. Alors, et là, si ce n'était qu'à l'origine pour obtenir du crédit, ça serait une chose, quoique pas plus acceptable qu'il y ait de la discrimination. Sauf que l'enjeu en ce moment, c'est que le dossier de crédit touche toutes les sphères de la vie des gens. Donc, autant pour obtenir un logement, on demande maintenant la cote de crédit. Pour obtenir un emploi, on se permet finalement de venir s'immiscer dans des données ou dans des sphères très personnelles de la vie des gens. Tout à fait. Peu, ouais. On n'imaginerait pas, par exemple, poser des questions sur l'orientation sexuelle de quelqu'un qui vient nous rencontrer pour un poste, mais on se permet de, par contre, aller aussi creux que dans son dossier de crédit. Et Francis, tu en avais parlé, mais tu sais, faire affaire ou du moins, essayer de tenter de corriger une information sur ce dossier de crédit-là, c'est vraiment un travail de longue durée et pas agréable. Moi aussi, ça m'est arrivé une histoire. Longue, je pense que c'est peu dire. Ouais, puis honnêtement, tu sais, moi, des histoires genre, ouais, mais prouve-nous que tu n'avais pas la carte de crédit. Ben, tu sais, je l'avais pas. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai demandé. Je ne l'ai pas. J'étais un peu dans la même situation. Puis vous dites longue, mais il y a aussi quelque chose de fastidieux et je veux dire, j'ai un doctorat en économie. Je suis chroniqueur économique. Je sais compter jusqu'à 10. Là, je donne des conseils stratégiques en finance. Et j'ai de la misère à me battre contre ça. J'imagine le 30-40% de la population qui a un faible niveau de littératie financière, un faible niveau de littératie tout court, aller se battre contre ces géants-là. C'est impossible. Puis je vais quand même rappeler, puis c'est pas un spot de pub, il y a Desjardins qui m'a pris par la main avec une genre de super avocate qui était en appel duplex avec moi. Je veux dire, c'est quand même, là, il a fallu mettre des heures et ultimement des dollars de temps à faire corriger une inexactitude qui plombait carrément mon dossier de crédit. Et je veux pas, c'est pas moi le cas ici, mais plein de Canadiens vivent cette même situation-là. Moi, tu sais, puis ça, quand on en parle des fois aux gens, tu sais, ou des entrepreneurs, là, on est des entrepreneurs, mais tu sais, moi, ça m'a coûté 10 000 $, je vais le dire, là, 10 000 $ d'avocat, où est-ce que j'ai poursuivi les bureaux de crédit pour qu'ils enlèvent une carte de crédit qui n'était pas à moi. Tu gagnes. Oui, j'ai gagné. En fait, je me suis même pas rendu en cours. Ah oui. Mais il y a des gens qui veulent il y a des gens qui ont des erreurs à leur dossier de crédit qui veulent, par exemple, contracter une hypothèque. Le temps que ça se règle, ils perdent, ils perdent la maison. On pourrait très bien imaginer même chose pour obtenir un logement, pour obtenir un emploi. Finalement, des erreurs qui ont rien à voir. Finalement, la personne n'a aucune responsabilité par rapport à ces erreurs-là. Puis malgré tout, ça
ça vient affecter sa vie à un degré assez important, merci. Il faut se rappeler toujours que ce n'était pas prévu pour ça. Ce n'était pas prévu pour gérer le logement, ce n'était pas prévu pour gérer l'emploi, c'était prévu pour finalement consentir des prêts, consentir du prêt. Maxime Une Doré, de ces agences-là, by the way, en ce moment, a un abonnement, parce que moi, ce que je m'étais fait dire, c'est « Ouais, mais paye-nous 20$ par mois, puis ça n'arrivera pas parce que tu vas pouvoir le consulter et aussi avoir une genre de ligne hotline pour nous appeler. » Ouais, mais je veux pas payer 20$ par mois. Ben, en fait, ce qui est dégueulasse dans ce cas-là, c'est que l'accès au dossier de crédit, consulter son propre dossier de crédit, la première des choses, c'est comme si on vous disait payez-moi pour rentrer dans votre maison. Là. Donc, c'est absolument absurde. Et l'autre chose, c'est que, comment dire, il y a rien qui... Je suis en train de m'égarer. Je vais vous repasser à POC. Non, mais justement, donc il faut payer pour s'abonner à des services de protection. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que donc, ça doit être gratuit, la consultation de votre propre dossier de crédit. Mais donc, parlons un petit peu des solutions, parce que là, on décrit la chose. Puis d'ailleurs, parenthèse, moi, tout le monde à qui je parle de ça partage ma frustration. Clairement, vous en êtes. Là, on est entre geeks d'économie et de finance, mais je veux dire, j'en parlais avec ma mère, j'en parlais avec ma soeur. C'est pas si connu. Mais c'est pas si connu, mais tout le monde qui connaît ça est un peu fâché. Ouais. Avant de parler des solutions, comment... C'est la pire réputation. Comment expliquez-vous tout le monde vous connaît pas, mais ceux qui vous connaissent en mal. Comment expliquez-vous que personne, politiquement, là, personne ne fasse rien, déjà? Pourquoi est-ce qu'on a laissé ça? Non, mais pourquoi qu'on légifère pas carrément pour les restreindre, les encadrer? Parce que tout le monde s'en fout? Parce que personne n'est au courant? On travaille fort pour amener ce dossier-là, justement, que ça soit pris en main par le politique. Puis merci d'ailleurs de nous donner l'occasion d'en parler. On est conscient que c'est pas nécessairement le sujet le plus sexy ou le sujet de l'heure, mais on pense qu'effectivement, c'est important. Puis oui, faut que ça soit pris en charge. Et nous, ce qu'on demande, en fait, c'est première des choses, là, il faut faire le ménage dans qui a accès à notre dossier de crédit, dans quel contexte. Donc là, l'idée, là, et là, les courtiers immobiliers et compagnie, donc ils aiment, finalement, ce qu'on dit, là, c'est, excusez-moi, pas les courtiers immobiliers, pardon, les propriétaires, c'est ça. Je mélangeais deux organisations. Et donc, ils souhaitent vraiment conserver cette possibilité-là d'aller interroger notre dossier de crédit, mais il faut vraiment venir mettre des barrières et dire en matière de logement, en matière d'emploi, ça ne doit pas, ça ne sert pas à ça et ça ne doit pas pouvoir servir à ça. Et donc, première étape, ce serait peut-être justement de mettre certaines contraintes à ce qui est possible d'accéder puis ce qui est possible de faire avec ces données-là. Avez-vous aussi en tête possiblement que soit développer une offre canadienne en matière de scoring sur le crédit? Est-ce qu'on pourrait imaginer je sais pas, là, un Canada Fax? Est-ce que c'est du registre des possibles ou est-ce que c'est trop ambitieux de penser faire ça sur 40 millions de Canadiens en peu de temps avec un modèle d'affaires rentable? Je veux dire, c'est peut-être une vue de l'esprit aussi. Là. J'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Si on est capable de gérer les données fiscales des Canadiens, je vois pas pourquoi on serait pas capable de gérer leurs données de crédit. Et en fait, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça serait aller assez loin? Est-ce que de donner nos données personnelles, financières à des entreprises privées, même canadiennes, ça reste acceptable? Et à notre sens, à l'Union des consommateurs, la réponse, c'est non. Parce que si on va aller au bout de la logique, et d'autres pays l'ont fait, il faut aller vers une nationalisation du dossier de crédit. Donc, retirer le dossier de crédit des mains des entreprises privées. Alors, nos données ne sont pas à vendre, ce n'est pas une marchandise, d'autant plus quand ils ne sont pas capables de la protéger adéquatement, cette information-là. Et de certifier qu'elle est exacte. Là, comme exactement. Et dans les rares choses qu'on leur demande, dans les rares paramètres qu'on leur a donnés aux agences d'évaluation du crédit, c'est de s'assurer d'offrir un service à la clientèle A1 en termes de correction, d'erreurs gratuitement. Et c'est la seule chose qu'on leur
leur a demandé à toute fin pratique et même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Vraiment, c'est rare que je suis pro, on crée une société d'État. C'est vraiment rare que... Philippe, la donnée n'est pas une marchandise. Non, mais amène Richard ça à Bertrand l'AMF. C'est l'AMF qui devrait s'occuper de ça. Je ne doute pas que vous le faites déjà. Maxime Doré, merci d'être venu en studio pour nous parler de ce sujet qui clairement soulève nos passions et j'espère celles de nos auditeurs. Évidemment, on vous soutient dans cette démarche. On sera intéressé de savoir s'il y a des différentes avancées là, en matière de soit de nationalisation ou du moins de ramener au moins vers plus de souveraineté numérique ces données financières des Canadiens. Je rappelle, Maxime Doré, que vous êtes co-directeur général à l'Union des consommateurs. Merci. Merci. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On parle évidemment beaucoup ces temps-ci de la guerre commerciale, puis de l'achat local. Puis c'est drôle, je donnais une conférence plutôt cette semaine à Drummondville. J'ai un peu déçu une madame là, qui me parlait d'achat local. Puis je disais, tu sais, c'est bien beau les bleuets, madame, mais dans les faits, le monde, ils vont exactement autant chez McDonald's, puis ils achètent autant de services chez Amazon, puis de Google, puis tout ça. Puis je pensais à tout ça, puis je me disais, mon Dieu, comment on peut stimuler davantage justement l'achat, tu sais, à grande échelle avec les gros dollars. Ouais. Et évidemment, il y a une piste qui m'est venu, puis c'est tombé notamment via un statut LinkedIn là, de Stéphane Garneau, qui est président chez Micrologique, qui est avec nous. Le cloud, hein? Est-ce qu'on pourrait pas rapatrier puis assurer que nos données, notre hébergement, celui de nos grandes entreprises, celui de notre État, soit chez nous? Et ça donne que Stéphane Garneau de Micrologique, c'est exactement ce qu'il fait dans la vie. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous à l'émission. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Merci. Écoute, c'est un statut LinkedIn, fait que je vais un peu te paraphraser. Tu dis dans le statut, ça fait 10 ans que votre cloud souverain québécois fonctionne. Pas de scandale, pas de dépassement de coûts. Comment ça se fait que tout le monde n'est pas hébergé chez vous? En fait, ça se pourrait pas que tout le monde soit hébergé chez nous parce qu'on envoie 99% de notre argent aux Américains. Fait qu'il en resterait pas assez pour développer des entreprises d'ici. C'est un peu ça la réalité, c'est que tu sais, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, avec les Amazon qui ferment ses centres de données, la guerre tarifaire, le monde a soudainement une envie de faire de l'achat local, puis les gens ont comme réalisé aussi que nos données, c'est pas si cool qu'ils se retrouvent en ce moment sur les serveurs des Américains. On a vu Elon Musk avec sa mission Doge qui a eu accès à des documents strictement confidentiels. Il faut savoir que en ce moment, les États-Unis ont une espèce de juridiction qui s'appelle le Cloud Act. Puis ça fait en sorte qu'ils peuvent avoir accès aux données même s'ils sont hébergés ici au Canada. Donc, ça met en lumière beaucoup de questionnements en ce moment. Puis les gens se disent, y a-tu quelqu'un qui peut remplacer Amazon? Y a-tu quelqu'un qui peut remplacer Google et Microsoft? La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui peut le faire overnight pour l'ensemble des solutions de ces hébergeurs-là. Donc, nous, il y a 10 ans, on s'est posé exactement cette question-là, puis on s'est dit, si on veut commencer quelque part, par où qu'on devrait commencer? Puis il existe différentes technologies infonuagiques, puis il existe différentes charges de données qu'on peut protéger. Puis nous, on a commencé avec la donnée sensible. On s'est vraiment spécialisé dans la donnée sensible, les banques, les compagnies d'assurance, les très, très grands ministères et organismes. On s'est dit, si on commence à attaquer ce marché-là, on va aller voir c'est quoi qui consomme en info nuagique. Ça va être les premiers morceaux de robots, dans le fond, qu'on va assembler puis qu'on va desservir. Puis après ça, si on a suffisamment d'attrait, on va pouvoir élargir la quantité de solutions qu'on propose, puis on va pouvoir un jour peut-être rêver d'être capable de prendre sur un plus grande échelle les données des Québécois. Donc, c'est ce qu'on s'est donné comme pari il y a 10 ans. Il faut savoir que Micrologique, ça fait 40 ans que ça existe. On était très, très fort au niveau des centres de données. On était très, très fort au niveau de l'info nuagique, je dirais, il y a 10 ans, qui se jouait beaucoup au niveau chez les clients. C'était pas encore dans le nuage, là, j'étais chez les clients. Puis quand on a décidé d'investir, c'est à peu près, tu sais, nous, on a généré à peu près 1,5 milliard de revenus qu'on a investi à peu près à 100% pour bâtir nos centres de données, pour bâtir les équipes, puis pour bâtir tout ça. Et malgré ça, on est perçu comme un très, très petit joueur. Et malgré ça, on réalise qu'il faut commencer
à marcher avant de courir. Fait que, tu sais, ça fait 10, 15 ans qu'on envoie tout notre argent aux Américains, puis qu'après ça, on se dit, ben, y a-tu quelqu'un au Canada qui a assez de moyens pour le faire? Il faut commencer à quelque part. Donc, nous, on a commencé, on le fait avec les grandes institutions, on le fait excessivement bien. On a à peu près la moitié de l'appareil gouvernemental sur nos serveurs. On a à peu près 5 banques canadiennes en ce moment sur nos serveurs. On a une multitude d'entreprises, mais malgré ça, on a une petite fraction de ce qu'on envoie aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui pourrait faire changer la direction du vent? Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est quoi le constat que vous posez justement là, sur la situation actuelle et qu'est-ce que vous souhaitez qui arrive, là, disons, parce que le moment est opportun. Là, je veux dire, il y a quand même une certaine frustration que je partage pleinement, légitime là, envers nos voisins du Sud, une certaine préoccupation aussi d'ailleurs sur ce qui est fait avec nos données. On avait notre invité précédent là, sur les données notamment de crédit. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive, Stéphane, là, pour que ça change, là, tout ça? Il faudrait qu'Amazon ferme ses entrepôts au Québec. Il faudrait que Donald Trump nous menace de tarifs. Je pense que ça pourrait être un éveil collectif. Ça donne bien, c'est arrivé. Donc maintenant, là, comment on fait pour tripler, quadrupler, multiplier par 10 la proposition de cloud souverain au Québec et au Canada? Faut se faire confiance. Je pense que c'est ça. Tu sais, quand on réalise, puis moi, je suis du côté où ce que je comprends et la technologie et le pourquoi ça fonctionne pas, parce que je suis en direct. Là, depuis 10 ans, on vit cette situation-là en direct. Puis, on a beau dire qu'Amazon, Microsoft et Google sont immenses, c'est des géants, etc., etc. Mais il faut regarder ce que les gens consomment réellement. Si je pense au gouvernement provincial, si je pense à la santé, si je pense aux grandes entreprises, puis je regarde qu'est-ce qu'ils consomment, puis est-ce que j'ai accès à cette technologie-là, ben j'ai malheureusement le devoir de vous dire que j'ai accès à ces technologies-là. On peut maîtriser ces technologies-là et on peut les avoir sur notre territoire souverain canadien. Donc, c'est pas une question technologique, c'est vraiment une question de vouloir et une question de se dire, est-ce qu'on est à l'aise aujourd'hui avec la situation? Si la réponse est non, est-ce qu'on se donne un horizon de 2 ou 3 ans pour migrer de façon intelligente nos charges, puis pour pas partir en courant, sachant que ces données-là vont être protégées pour 10, 15 et 20 ans chez le même fournisseur. Fait que c'est sûr que si on veut juste faire un coup de circuit du jour en 24 heures, on n'y arrivera pas personne. Puis si on fait juste se dire, bon, ben là, Amazon n'est pas fin, Microsoft n'est pas fin, on peut-tu trouver un fournisseur qui est fin? Ça n'arrivera pas non plus. Donc, il faut se laisser le temps, comme société, de dire, ben si aujourd'hui, chaque institution publique, chaque banque, chaque ministère organisme décide d'emboîter le pas puis de commencer à regarder qu'est-ce qui est possible de faire localement, ben juste ça va donner assez d'oxygène localement pour qu'on embauche plus, pour qu'on crée plus de valeur, pour qu'on crée plus d'intelligence collective et qu'on devienne de plus en plus souverain et qu'on prenne de plus en plus de charges et de plus en plus d'expertise. Fait que c'est sûr qu'à 300-400 employés, j'arriverai jamais au même résultat d'Amazon. Mais la journée où je vois être 1000, 1500 et 2000 employés, parce que, justement, les institutions vont avoir débuté l'amorce pour se sevrer des joueurs américains, ben on va avoir plus de moyens, parce qu'on envoie 10 milliards par année à ce moment aux États-Unis. Imaginez si on envoyait seulement 1 milliard à des entreprises d'ici, à quel point les entreprises pourraient innover puis prendre un bout du marché. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, qu'on milite là, depuis une dizaine d'années. Stéphane, tu sais, là, tu parles beaucoup des grandes entreprises, mais est-ce que le marché de la PME peut être intéressant pour une entreprise comme vous, ou pour l'instant, c'est vraiment de se concentrer sur les grandes entreprises? C'est une bonne question. On se rappelle tous, tantôt je parlais en mal de Tesla, mais là je vais en parler en bien. On se rappelle à l'époque, quand Tesla avait commencé, il avait sorti l'espèce de modèle là, qui s'appelait la Roadster. Parce qu'il disait justement, moi je veux rentrer dans le marché de l'automobile, mais je pourrais pas faire des camions, je pourrais pas faire des voitures sport, des voitures familiales, des mini, des moyennes, des grandes voitures, puis compétitionner contre les grands joueurs. Fait qu'il a décidé de s'en aller dans un créneau très précis et de gagner dans ce créneau-là. Après ça, il y a eu suffisamment de moyens, puis il a pu commencer à adresser l'autre marché, puis aujourd'hui, on connaît l'importance de Tesla au niveau des véhicules énergétiques. C'est un peu ce qu'on a fait, nous. Au lieu de se garrocher, entre guillemets, partout, on a choisi un créneau qui était le plus accessible pour nous, et on s'est développé dans celui-là. Malheureusement, là je le dis malheureusement, malgré le fait que nos choses vont excessivement bien, malheureusement, on réalise que ce créneau-là, il y a un potentiel immense et que ça serait impossible avec la grosseur qu'on a, de tout prendre ce qu'il y a à prendre. Donc là, notre stratégie, c'est de jouer avec la communauté et de jouer avec les joueurs
partout à travers le pays qui, eux, déployaient les solutions infonuagiques pour les Américains. C'est eux autres, en fait, qu'il faut qu'on vise, puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils deviennent des ambassadeurs des technologies canadiennes et souveraines. Donc, la solution est à plusieurs niveaux. Est-ce que Micrologic devrait essayer de tout couvrir? La réponse est non. Est-ce que Micrologic devrait commencer à travailler avec l'écosystème des partenaires canadiens qui avant déployer des solutions américaines et maintenant leur donner une option canadienne, c'est là, je pense, qui est la clé de notre solution. Fait que c'est pas à nous nécessairement de devoir tout adresser les marchés, mais je pense que c'est à nous à devoir mieux exposer c'est quoi le potentiel pour les partenaires canadiens. Puis d'ailleurs, on se fait déjà appeler là. Depuis 1 mois et demi, je dirais 2 mois, la majorité des personnes et des grandes sociétés canadiennes qui déploient les solutions, ben ils se font demander par leurs clients, as-tu accès à un cloud souverain? Puis la réponse, c'est qu'il y en a à peu près 2 à travers le pays des clouds souverains. Fait que ça, pour toute l'Est du pays, toute l'Ontario, si je les peux gens me permettre, s'arrivent vers nous autres. Stéphane, tu sais, moi, dans ma propre business, 80% de mes clients, c'est du gouvernement, l'institution gouvernementale. Puis c'est ce qui nous a demandé, c'est ce qui m'a amené, by the way. Tu as un email de ma part dans ton courriel d'il y a une semaine parce que je suis pogné où est-ce que ils me disent je vais le déclarer, là, on est sur AWS à Toronto, mais ils disent on aimerait que tu fasses affaire pour la solution d'intelligence artificielle que tu es en train de développer avec une société canadienne. Alors là, tu sais, j'ai fait Google, puis je suis tombé sur ta business, puis je t'ai écrit, tu sais, parce que c'est la prochaine étape qui s'en vient. Puis juste te dire, on a juste mentionné ça à Amazon, pas pour négocier, juste pour dire nos clients, les gouvernements provinciaux, fédéral, nous ont demandé de regarder au Canada. Tout de suite, ils nous ont offert 250 000 de crédit. C'est fou raide, hein? Exact. C'est fou raide. Ben, tu sais, là, nous, il dit, déploie ton projet d'intelligence artificielle avec nous, puis on va te donner un crédit. Ben, ça m'aide pas. Dans mes contrats, il est marqué qu'il faut que je sois souverain au Canada. Mais c'est fou, là, ça joue dur, là. Puis ce que tu viens de dire là, je sais pas si tu as lu un article qui est paru dans la presse il y a 2 ou 3 semaines, mais l'histoire des crédits que tu viens de nommer, c'est un fléau. À chaque fois qu'un client disait « je m'en vais dans un cloud d'ici », c'est exactement la stratégie qu'il utilisait, mais au niveau ministériel, au niveau des institutions... Absolument, c'est majeur, là. C'est ce que tu t'es fait offrir. Dis-toi qu'il y a des clients qui sont en train de choisir leur fournisseur infonuagique et que quand ils décident pas d'aller vers le géant, ils se font offrir des crédits majeurs, là. Mais c'est bien sûr, parce que tu comprends, ça vient à l'encontre de ce que ultimement mon client me demande. C'est pas ce que mon client me demande, mais une compagnie qui a peut-être pas levé de l'argent, nous on est dans une autre situation, tu sais, on se serait garoché sur le crédit, là. Absolument. Mais c'est fou raide. Puis tu sais, faut réaliser que on est contre des monopoles en ce moment. Tu sais, moi, je suis pas en compétition contre Amazon, contre Microsoft ou contre Google. Je réalise que je suis en compétition contre un monopole. Et ce monopole-là est tout sauf sain pour nos données, tout sauf sain pour notre économie et tout sauf sain pour le Canada, surtout dans des endroits où les technologies sont accessibles chez nous. Tu sais, des hyperviseurs, le monde utilise à peu près tout le même hyperviseur, je n'aimerais pas les noms, mais tu les connais sûrement, des conteneurs, des solutions de stockage. Tout ça, c'est des éléments qui doivent être compatibles. Parce que moi, si j'arrivais puis je déployais des solutions qui étaient propriétaires, ben il y a personne qui viendrait chez nous et dirait t'es trop petit, ça me prend des solutions qui sont compatibles. Fait que moi je prends exactement les mêmes technologies que les fournisseurs américains, que les géants. Donc c'est pas vrai de dire ils sont trop petits, ils ont pas les mêmes technologies. Non, j'ai exactement la même technologie. Et on est un réel danger en passant pour les joueurs américains. Si vous demandez c'est qui le plus grand compétiteur d'Amazon ou de Microsoft au Québec, c'est pas Microsoft et Amazon, c'est les joueurs souverains, c'est les joueurs locaux. C'est nous en fait qui pouvons leur faire le plus mal. Et le contexte géopolitique, Francis, tu le disais tantôt, ça peut pas être mieux. Là, on dirait que je sais pas. Là, j'ai gagné à la loterie. Il s'est passé quelque chose, mais le contexte actuel qu'on a nous favorise. J'espère juste que l'appareil public gouvernemental entende ce que les gens désirent aussi. Parce que ça vient vraiment du peuple. Les gens veulent avoir la garantie que leurs données vont être protégées au Canada. C'est excessivement fort comme message en ce moment. Et j'ai l'impression qu'on est dans un changement majeur. Là. Moi, je me vois, je le dis toujours, je me vois comme le prochain Rogers au Canada, je me vois comme la prochaine grande compagnie de tech. Puis on a un potentiel réel au Québec. Parce que tout le monde à travers le pays se cherche un cloud souverain en ce moment. Et tu l'as dit tantôt, Philippe, il y en a pas de joueurs souverains tant que ça. Donc, nous, au Québec, on a un potentiel aujourd'hui de prendre ce marché-là, de devenir non seulement bon au Québec, mais de répondre aux besoins de l'Ontario, de répondre aux besoins de l'Ouest canadien sur un marché de 10 milliards.
Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être excessivement favorable pour le Québec. Puis pour que le Québec gagne, ben il faut qu'on s'encourage entre nous. Vous le savez, souvent, les entrepreneurs d'ici, ils disent, nos meilleurs clients sont à l'extérieur du Québec parce qu'on n'est pas bon pour s'encourager entre nous. Je pense que cette fois-ci, il faudrait réfléchir à nouveau parce que on est bon dans l'infonuagique. On est capable de faire une infonuagique souveraine, éco-responsable. On a l'électricité propre, on a un climat favorable, on a des concepts de récupération de chaleur qui fait qu'il y a personne à travers le monde qui traite de façon plus propre l'électricité et l'infonuagique que nous autres. Fait qu'on a de quoi apporter au marché. Puis le Québec, particulièrement, a de quoi apporter à travers le Canada. Fait que c'est une super opportunité qui se présente à nous. Stéphane Garneau, président de Micrologique, merci d'avoir été avec nous. L'achat local, c'est pas juste des tomates et des bleuets. C'est pas juste des pommes. C'est aussi du cloud, mesdames et messieurs. Et donc, si vous avez l'opportunité de le faire, migrez vos affaires. Merci d'avoir été avec nous. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Merci d'avoir été parmi nous. Si vous voulez nous parler d'un sujet, nous parler d'un entrepreneur, nous suggérer quelqu'un qu'on devrait... Poser des questions, réagir de manière très fâchée dans les commentaires YouTube, là, comme vous avez bien évidemment le droit de le faire. Ce serait cool d'avoir des gens intelligents qui commentent sur YouTube aussi, là, juste pour faire changement. Mais écrivez-nous. On est disponible sur la plupart des médias sociaux. Facile à trouver. On se retrouve la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.